Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette 14e preview vers les étoiles. On se rapproche tout tranquillement de la fin de ce marathon qui nous aura emmené jusqu'à la veille de la reprise de la Liquimoli Star League, le championnat de France de première division masculine de handball version 2024-2025. Et tu l'as vu sur la miniature, on va s'occuper aujourd'hui de Montpellier. Il y a beaucoup à dire sur le cas d'un club, du club mythique de la Liquimoli Star League, un des gros clubs, une des grosses places fortes du championnat de France, si ce n'est pas la plus grosse compte tenu du palmarès. En tout cas, en France, il n'y a personne qui arrive à hauteur de Montpellier. On l'expliquera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais d'abord, c'est important de te présenter les choses si toutefois tu me découvres avec cette preview, sachant que j'en ai déjà enregistré 13 auparavant, 13 autres équipes de la Ligue Kimoli Star League qui sont passées au crible de Enthusiastic. Tu vas voir que cette vidéo va se décomposer en plusieurs séquences. La première d'entre elles, c'est la séquence Iago, où on fait un coup d'œil dans le rétroviseur de la saison de Montpellier, de la saison 23-24. Et il y a mais beaucoup à dire sur la saison de Montpellier. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de la saison actuelle. On va regarder le set de platine, c'est-à-dire qu'on va voir l'état de l'effectif montpelliérain, les joueurs qui sont partis, l'entraîneur qui est parti, et les joueurs qui sont arrivés et l'entraîneur qui est arrivé. Et on va faire un petit point sur l'effectif et voir quelles sont les chances de Montpellier après lorsqu'on va poser la question du money time, c'est-à-dire que c'est le temps, le temps crunch où là, il faut être bon, il faut être juste sur les appuis, faire le geste qu'il faut pour expliquer, voilà, en gros, l'enjeu de la saison de Montpellier, la grosse question qu'on va poser pour le déroulé justement de la saison de Montpellier. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a apporté des éléments de réponse, on va se concentrer sur un joueur que j'appelle l'expert de défi. C'est le frame ultime entre l'expert version Claude Onesta à l'époque, à la grande époque, et les femmes de défi. Si tu es fan de marketing de l'équipe de France de handball, tu crois savoir, enfin tu penses, tu sais à quoi je fais allusion quand je dis ça, mais si jamais tu sais pas, il faut que tu te renseignes parce que après tu vas comprendre seulement. Faut pas que j'explique. Et à la fin, on ira dans le futur, les pronostics, comment la saison de Montpellier va se passer si tu veux connaître le futur, la vraie vie, ce qui va se passer, je te l'annonce. Voilà. Et ben, je t'invite à aller à la fin de cette vidéo et on fera la contraposée avec les autres équipes de l'Equiboli Star League et on fera un petit point sur ce qu'on a déjà évoqué. C'est déjà la 14e édition. On se rapproche doucement mais sûrement de la fin de ces previews. Donc reste bien attentif, prends de quoi t'hydrater et on va rentrer tout de suite dans le partage de l'écran pour que tu puisses voir la présentation que je t'ai faite pour justement m'assister pour la présentation du Montpellier Handball. Je fais juste quelques petites manipulations de rigueur, comme d'habitude, comme je le fais à chaque vidéo sur mon écran. Et voilà, nous y voici, le Montpellier Handball, fondé en 1982. Très beau club de handball, absolument magnifique. Le club le plus titré, ou peut-être le mieux titré du handball français. Il y a sujet, il y a débat. On rentre dedans. Le Yago, tout ça pour dire que, que Montpellier, l'année dernière, est arrivé troisième du championnat de France de l'Ikimoli Star League, avec 48 points. Un bilan de 23 victoires de nul et 5 défaites en 30 matchs, ce qui est quand même assez propre, mais pas assez compte tenu de la cadence des deux équipes qui ont devancé Montpellier l'année dernière. 988 buts marqués contre 860 encaissés. La plus grosse victoire de Montpellier, c'était du côté de Chartres, c'était lors de la toute première journée du championnat. Le 7 septembre, c'était il y a quasiment un an de cela. Montpellier s'était imposé à la Halle Jean Cochet sur le score de 38-22, plus 16 dès le premier match de la saison. Autant te dire tout de suite que Montpellier est arrivé et a dit, écoute, là, on va pas rigoler. C'est aussi simple que ça. On n'est pas venu pour jouer. On est là, on fait le truc, on vous met une raclée et on s'en va et on a d'autres choses à faire. Donc, du coup, ça, c'était la plus grosse victoire. Par contre, alors, la plus lourde défaite, elle n'est pas spécialement lourde, mais c'est une défaite qui a compté. C'est là où l'écart de but était le moins favorable à Montpellier lors de la 18e journée. On était donc le 25 février à ce moment-là. Et c'est le Paris Saint-Germain qui est venu s'imposer à la Sud de France Arena sur le score de 31-26. Et tu vas voir que cette défaite s'inscrit dans un contexte et ce contexte-là, on va te le décrire dès maintenant avec un petit peu le déroulé de la saison. J'ai pris mes notes, j'ai pris mon cahier. Et c'est très simple avec Montpellier. Tu vois à l'image de la première journée, du premier match et de cette victoire de plus 16 à Chartres, eh ben, c'est très simple.
Dans les 10 premiers matchs de Montpellier, c'est simple, c'est 9 victoires et un nul. Boum, c'est bon. 9 victoires et un nul. Je vais pas te faire le détail de tous les scores parce que voilà, c'était contre des équipes en plus qui sont largement en dessous et à la portée de Montpellier. Attends, Nîmes, le PAUC, Créteil, Ivry, Saran, tout le monde a pris. Donc voilà, c'est comme ça. Tu prends tarif contre Montpellier en ce début de saison et Montpellier s'impose comme étant déjà une équipe référence, mais surtout à la bataille avec les deux autres gros que sont Nantes et le Paris Saint-Germain. Et donc, pas le temps, pas le temps. On prend les points, on prend le maximum parce que les deux autres aussi devant, c'est des flèches, c'est des locomotives. Et donc, Montpellier prend le maximum de points jusqu'à la dixième journée, neuvième journée plutôt, où là, tu te prends un vilain match nul contre Saint-Raphaël. En plus, c'était à Saint-Raphaël, à la salle Jean-François Krakowski. Tu fais 35 partout là-bas. Ça, c'était lors de la dixième, pas la neuvième, mais la dixième journée. Et à la onzième journée, ben tiens, qu'est-ce qui arrive à la suite de France Arena? Eh ben c'est Paris. Voilà, c'est Paris et enfin plutôt tu vas à Paris plutôt. C'est pas la Suite de France puisque c'est là qu'ils ont fait la plus grosse défaite. Tu vas à Paris à Coubertin et tu prends 31-27. C'est ta première défaite de la saison. Tu la prends au bout de la onzième journée et là tout de suite, direct à ce moment-là et surtout la façon dont Montpellier perd ce match-là, sachant que Montpellier depuis quelques années monter à Paris, c'est pas les matchs les plus dingues que Montpellier a fait. On a tendance à critiquer un petit peu le comportement des Montpelliérains quand ils montent à Paris à chaque fois. C'est jamais oufissime. Et là, ça s'est encore plus vu dans ce match. Et là, tu te dis, ben voilà, rien que ça, peut-être que tu as empiété tes chances pour le titre, si toutefois tu espérais faire quelque chose. Mais là, si jamais tu vas à Paris et que tu perds de -4, sachant que ça cavale comme des dingues devant, là, tout de suite, tu viens d'hypothéquer tes chances pour le titre. Il faut juste espérer maintenant que Nantes et Paris, justement, ben, arrivent à faire quelque chose de défavorable qui entre dans ta faveur. Bon, après cette défaite, tu enchaînes avec la J12 et la J13, deux victoires. Tu fais +11 contre Créteil et +5 contre le PAUC. Et après cette victoire contre Aix, là, tu termines de manière assez moche quand tu t'appelles Montpellier, ta première partie de saison, puisque tu t'inclines déjà contre Toulouse, donc l'équipe qui est juste derrière toi dans la hiérarchie. Tu t'inclines contre Toulouse 33-29. Toulouse qui a l'habitude de faire des coups contre les gros du championnat lors de la saison d'avant. Je l'avais déjà expliqué dans la preview précédente lorsque j'ai parlé de Toulouse. Et tu perds surtout à Nantes d'un but, 31-30, dans le dernier match avant les fêtes à la LXXL. C'était un énorme match et tu perds malheureusement ce match-là. Sachant, bon, voilà, tu es à trois défaites, mais trois défaites contre Toulouse, Montpellier et Nantes. Toulouse, Paris et Nantes. Bah, Montpellier, ils vont perdre contre eux-mêmes, je suis fatigué. Toulouse, Paris et Nantes, et ben, si tu perds à ce niveau-là, ben, c'est vraiment pas fameux. C'est vraiment. Et donc là, tu te dis, à mi-saison, bah, peut-être que le titre, voilà, à moins qu'il y ait Kata devant, mais nous, sachant qu'on a perdu des matchs clés, cette année, c'est peut-être pas pour nous, quoi. C'est peut-être pas pour nous, d'autant plus que en parallèle de ça, la Ligue des Champions te prend beaucoup d'énergie et surtout que tu as beaucoup de blessés. Voilà, Ahmed Echam, à ce moment-là, c'est déjà blessé, tu as perdu en arrière-gauche et Brian Monte est déjà obligé de faire le nombre à son poste, au poste d'arrière-gauche. Et voilà, quoi, il y a beaucoup de sensibilité et les organismes ne sont pas forcément très frais. Et là, pour le coup, Patrice Canaillé est obligé un petit peu de tirer sur son effectif. Quand je dis tirer, c'est-à-dire tirer le maximum physiquement, sachant que tu as des matchs tous les 3 jours entre les déplacements ou les réceptions des équipes de Ligue des Champions et ton championnat le week-end, et ben voilà, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. On saute, on passe le championnat d'Europe, la trêve internationale, on arrive directement au mois de février. Tu enchaînes avec la 16e journée avec deux victoires. Un +6 contre Ivry et un +4 à Dijon, deux équipes qui jouent le maintien. Normalement, ce sont des affaires courantes, tu expédies ça. Ensuite, à la J18 contre Paris, de nouveau, cette fois-ci, c'est Paris qui vient chez toi. Et là, tu te prends cette grosse défaite de 31-26. C'est ta plus grosse défaite de la saison. Tu prends -5 et là, tu comprends nettement que le titre, ça va pas être pour toi cette année. C'est clair. Et on parle de Montpellier, ça fait plusieurs années, ça commence à faire un long, long, long moment que Montpellier n'a pas remporté de titre national. Ben, c'est simple. Depuis 2012, depuis que Paris, version Qatari, est arrivé, Paris et Montpellier n'a plus remporté le titre de champion de France. Donc ça, c'est vraiment problématique et tu sens que ce ne sera pas encore pour cette année, compte tenu de la façon dont se passent les choses. Après le match, la défaite de Paris, ben, il y a un derby de prestige que tu remportes et de manière assez étrange, puisque là, tu vas du côté de Nîmes, donc c'est là où tu fais ton derby. Nîmes-Montpellier, c'est toujours
assez spectaculaire et haut en couleur. J'en sais quelque chose pour avoir déjà assisté à une rencontre il y a 2 ans entre les deux équipes. Et ben là, sur le coup, en fait, tu t'imposes +11 à Nîmes. C'est pas ta plus grosse victoire de la saison. Je te rappelle que la plus grosse victoire, c'était à Chartres en tout début de saison, 38-22 +16. Mais par contre, le +11, 27-16. Nîmes ne te met que 16 buts. C'est une humiliation que tu viens mettre dans le Gard chez tes voisins nîmois. Et ça a d'ailleurs été assez mal vécu là-bas parmi les, comment dire, parmi la Green Team et les supporters de la Green Team, en sachant que voilà, tu ne mets que 27 buts, mais Nîmes n'en met que 16. Donc là, tu es arrivé avec une énorme défense, tu as écœuré, complètement écœuré ton voisin nîmois, et tu te consoles en te disant, bon ben voilà, ok, peut-être que la première place, le titre, ça va être compliqué. À ce moment-là, la deuxième place, elle est encore un brin accessible, mais tu ne te fais pas trop d'illusions. Mais quand même, tu joues ta chance à fond. Et ben après cette victoire assez large contre Nîmes, tu enchaînes avec 6 victoires d'affilée et avec un nul à Chambéry. Sur le score de 30 partout, le nul à Chambéry, les 6 victoires d'affilée, pareil. Je t'évite le détail de tout ce que de tout ce que tu remportes. On va dire que tu gagnes, c'est tout. Tu fais tes formalités contre les équipes qui sont bien plus faibles que toi. Et après le nul de Chambéry, tu arrives avec 2 victoires d'affilée encore, une victoire contre Saran +6 et une autre contre Cesson +8. Et enfin, le match décisif où là, pour le coup, tu essaies de t'accrocher à quelque chose contre Nantes. Nantes vient chez toi et tu perds de 2 buts à la 28e journée. Et là, tu te rends compte que même la deuxième place, tu n'arriveras pas à l'avoir. La Ligue des Champions devient inaccessible parce que simplement, ben, les 4 matchs que tu as à faire dans la saison contre les deux premiers, les deux concurrents directs, ben, tu les perds. Et ben là, c'est rédhibitoire au classement. Tu n'es plus du tout dans le coup pour la Ligue des Champions. Il va falloir que tu te contentes de miettes avec l'European League, donc forcément avec la troisième place qui donne accès à cette compétition pour l'année suivante. Mais alors, aussi, à un moment donné, après cette présentation, il va falloir que je te parle de Montpellier en Ligue des Champions. D'abord, on termine la Star League. Après donc voilà, cette défaite contre Nantes où ton sort est scellé, tu vas à Aix, tu gagnes de 2 buts. Mais après, lors de la 30e journée, c'était un match émotionnellement et d'une symbolique immense. C'est le match contre Toulouse où là, le résultat, même si Toulouse est juste derrière toi au classement, mais tu as tellement d'avance qu'il n'y a rien à jouer, le résultat est anecdotique. Tu finis par gagner contre Toulouse sur le score de 33-25, mais c'est aussi le dernier match de la carrière de Patrice Canaillé en tant qu'entraîneur du MHB. Après 30 ans, 30 ans, 30 ans à la tête en tant qu'entraîneur principal de cette équipe, 2 Ligues des Champions remportées, 14 titres. Et ben voilà, Monsieur Canaillé, une énorme fête lui a été réservée à l'issue de cette rencontre. Cette rencontre qui correspondait aussi en même temps que Canaillé s'en allait à Paris. Il y avait le dernier match en club, en professionnel de Nicolas Karabatic. C'était une journée pleine d'émotions un peu partout, même Adrien Dipanda qui finissait. J'avais Dragan Gajic aussi à Limoges qui terminait, qui raccrochait aussi. C'était vraiment ce dernier jour du championnat 2023-24 était rempli d'émotions. Si tu suis le handball depuis longtemps et que tu vois des bonhommes comme ça, terminés, raccrochés, ça fait vraiment quelque chose, ça fait vraiment bizarre. Et donc, Patrice Canaillé, il y a eu une longue cérémonie, pas mal de monde qui a parlé un petit peu après derrière. C'était tout pour lui et forcément et pour cause, puisque il terminait son long et long et long périple à la tête de l'équipe première du Montpellier Handball, avec tout ce que ça veut dire derrière, avec tout ce que ça engrange. Donc là, c'était un moment très très fort de cette saison. Alors, justement, dans une interview qu'il a donnée à François-Xavier Houlet, d'ailleurs une interview que tu peux retrouver sur YouTube, elle est très facile à retrouver, enregistrée pour le compte de beIN Sport, eh ben, tu comprends que Patrice Canaillé en avait énormément sur la patate après le match de Ligue des Champions, là qu'ils ont joué l'année dernière, le match de Kiel, le quart de finale. Déjà, je te remets les choses dans le contexte. Montpellier sort de sa poule et est qualifié pour les playoffs à l'issue de la 14e journée de la Ligue des Champions. C'était le 7 mars. Ils ont battu Barcelone. Ils ont été gagnés au Barça, qui était assuré d'être premier du groupe. Ils ont été gagnés là-bas de 3 buts. Et là, tu te dis, ouais, Montpellier, ok, c'était le Barça. Peut-être qu'ils jouaient un petit peu en mode détente. Mais tu te dis, ouais, quand même, c'est le Barça, quoi. Il faut prendre ce genre de victoire-là. Ça met en confiance. Et lors des playoffs de Ligue des Champions, ben, tu joues contre Zagreb et tu fais 27 partout en Croatie. Et à Montpellier, tu règles Zagreb dans les plus grandes largeurs sur le score de 30-24 et tu te qualifies pour les quarts de finale.
quart de finale contre le THW Kiel. Et là, à Montpellier, ouais, tu gagnes de 9 buts, 39-30. Kiel n'existe pas. C'est la Furia à Bougnols, FDI Stadium, enfin, comme tu veux. C'est le bonheur intégral. Et là, tu te dis, ouais, mais quand même, on l'a déjà vu. En France, on est assez coutumier de ça, de se faire remettre des remontadas dans tous les sens. Et là, je ne parle pas forcément de football avec le Paris Saint-Germain. Je parle nécessairement de, notamment aussi parce que la même année, tu as des équipes comme Nantes qui se sont fait remonter aussi également il y a quelques saisons. Il y a plein de cas où on a mené largement, les équipes françaises ont mené largement en Coupe d'Europe et au match retour se font remonter et défoncer. On le connaît de trop. Et ben, ça, c'est arrivé à Montpellier. Match retour le 2 mai 2024 à Kiel, défaite de 10 buts, 31-21. Catastrophique. Une rencontre absolument où tu prends la marée dans tous les sens. Un stade de Kiel, 12 000 personnes en furie. Montpellier a pris la marée complètement ce jour-là. Le match était d'une tristesse absolue quand tu es des supporters montpelliérains. Tu prends des vagues et des vagues et des vagues. À des moments, tu penses pouvoir revenir sauver le résultat. Non, tu n'y arriveras pas en fait. Et finalement, tu échoues d'un cheveu aux portes du Final Four et tu empêches Patrice Canaillé d'obtenir un dernier Final Four, une dernière danse dans cette compétition, voilà, dans cette Ligue des Champions qu'il a déjà remporté 2 fois et te dire, tiens, pourquoi pas aller une troisième comme ça avant de partir. Et là, bah non, aux portes du Final Four, tu es éliminé de manière piteuse contre Kiel et ça, c'est un énorme échec de la saison montpelliéraine l'année dernière. C'était important de revenir là-dessus. Mon Yago est un petit peu long, mais c'est important que tu connaisses l'ensemble de l'histoire. Donc voilà, et ça, même Patrice Canaillé en a parlé dans sa longue interview qu'il a accordée à François-Xavier Houlet. Je t'invite à aller la voir et il dira que ce sera parmi les trois choses qu'il regrette dans les 30 ans, ben, ce qu'il a vécu justement là récemment à Kiel, et ben voilà quoi, ça vient rentrer dans le top 3 des regrets qu'il peut avoir dans sa carrière d'entraîneur. Ça, rien que ça vaut quand même le détour d'aller écouter. Je t'invite à aller la voir encore une fois. Maintenant, on enchaîne. C'est pas tout le passé, on va pas arrêter de se le ressasser. Maintenant, le set départ majeur. On va rentrer dans le set de platine. 7 joueurs sont partis, mais alors, les 7 joueurs qui sont partis, Alexis Berthier, Milan Paul, Jérémy Soukaratz, Mathis Mougin, Adrien Dubois et Mathieu Cornette, ça va en Pro League. Ça va en deuxième division. C'était des joueurs qui étaient en National 1 l'année dernière et qui forcément ne vont pas pouvoir trouver de temps de jeu l'année prochaine, puisque Montpellier a de très hautes ambitions encore dans la prochaine saison et ils ne vont pas être conservés dans l'effectif. Et donc, ils sont invités à aller trouver du temps de jeu ailleurs. Ils vont signer leur premier contrat professionnel, notamment dans des équipes de Pro League. J'ai pas le nom exactement des équipes pour chacun des joueurs, mais globalement, c'est ça. C'est là-bas que tu vas les retrouver. Je sais qu'Alexis Berthier, c'est à Frontignan qui va aller, c'est ce que j'ai retenu. Mais après, le reste, voilà, c'est de la Pro League, voilà, de deuxième division. Ils auront l'occasion de parfaire leurs armes et ainsi revenir, pourquoi pas, au plus haut niveau avec un autre parcours un petit peu plus tard. Sinon, Marko Panic, par contre, c'est un départ un peu plus significatif. L'arrière-droit croate, lui, a signé du côté du Wisla Plock. Lui, il va aller jouer la Ligue des Champions, puisque Montpellier, en tant que troisième, n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, il va aller jouer du côté du Wisla Plock, qui lui va la jouer. Et donc, Marko Panic sera un renfort de poids pour cette équipe. Et bien sûr, le départ de l'illustre Patrice Canaillé, à qui on fait une belle révérence et merci pour les travaux gigantesques accomplis pendant 30 ans. 30 ans à la tête de Montpellier en tant qu'entraîneur principal. On s'est déjà expliqué là-dessus. Pas besoin de revenir. Merci encore, Patrice. Formidable. Et maintenant, le set de platine, eh ben, nouveau coach. Éric Maté est arrivé, ne tient pas compte de la moyenne d'âge. Je ne l'ai pas calculé là pour faire cette présentation, j'ai oublié. Donc voilà, donc 26,2, ça ne correspond pas à la moyenne d'âge de Montpellier. Mais par contre, Éric Maté est présent depuis 2024. Alors, en tant qu'entraîneur principal, oui, il faut savoir qu'Éric Maté était déjà présent de 2015 à 2018. 2015 à 2018, Éric Maté, il était adjoint de Patrice Canaillé à ce moment-là et il est parti lors de l'acquisition du deuxième titre de Ligue des Champions. On va y revenir un petit peu plus tard dans la séquence suivante, mais Éric Maté dispose d'un effectif masterclass. On va le détailler avec poste par poste au niveau des gardiens. Charles Botzinger, Rémi Desbonnets, international, équipe de France. Charles Botzinger, jeune gardien, en devenir, en mission pour pouvoir
justement prendre une place de choix à l'équipe de France, sachant qu'il y a des places à prendre dans le poste de gardien en équipe de France. Rémi Desbonnets y est déjà, donc voilà, c'est déjà, bon ben voilà, on connaît les qualités de Rémi, on sait comment ça fonctionne, il est capable de faire des grosses sorties à plein de moments différents. Au niveau des lignes arrière, de la base arrière, d'abord une mention pour le défenseur Karl Conan quand il n'est pas en défense, mais c'est rarissime, il peut jouer arrière gauche, mais c'est surtout pour ses qualités défensives en poste 3 avancé que Karl Conan est déterminant et est un atout majeur pour le Montpellier Handball. Sinon, sur la base arrière, en attaque, on a au niveau des postes d'arrière gauche, Ahmed Echam qui est revenu de blessure, on l'a vu aux Jeux Olympiques avec son équipe nationale d'Égypte. Brian Monté, international brésilien, on va parler de lui un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je m'abstiens de tout commentaire le concernant, bien que j'en ai très envie. Et Kylian Pratt qui a signé son premier contrat professionnel l'été dernier, enfin son premier, il a renouvelé en tout cas l'été dernier cette fois-ci pour pouvoir intégrer l'équipe professionnelle. Mais bon, il dispose, voilà, c'est pas le premier choix au niveau du poste d'arrière gauche. Il va falloir qu'il se fasse au sein de l'effectif et qu'il monte en puissance. Mais il peut être une troisième option à ce poste pour Eric Maté. Au poste de demi-centre, on a donc Diego Simonet, fidèle au poste, toujours là, l'international argentin. Il revient de blessure lui aussi, Kylian Villemino, demi-centre, virevoltant, puissant, racé, à la vitesse de l'éclair. Lui aussi, on parle de lui en équipe de France et voilà quoi. Et on va pas revenir sur la polémique de l'équipe de France et les postes de demi-centre, on va pas revenir dessus. Mais en attendant, Kylian Villemino à Montpellier, c'est une bombe atomique. Dommage qu'il se soit blessé. On ne sait pas dans quelle mesure il va revenir après, une fois que sa blessure est consommée, mais j'ai hâte de le revoir. Et enfin, bien sûr, Stache Koubé. Pardon, j'en tousse. Stache Koubé, bien entendu, qui lui était blessé l'année dernière. Il a fait cruellement défaut à plusieurs moments de la saison, même si Montpellier a réussi à s'en sortir sans lui. Mais en Ligue des Champions ou alors avec plus d'automatisme, eh ben, tu te dis qu'avec une équipe au complet, pour le titre, ça aurait été forcément beaucoup mieux que ça. Au poste d'arrière droit, on a donc Valentin Porte, le capitaine qu'on connaît bien, qui vient de prendre sa retraite internationale. Mais on a surtout l'Espagnol Jorge Chicuza. On l'attend de pied ferme. Le frère de Petar Chicuza, qui est resté à Barcelone, lui, Jorge, il vient à Montpellier pour s'aguerrir au sein d'une grosse équipe. C'est la next gen, c'est une génération montante. J'ai hâte de le voir avec Montpellier, voir ce qu'il peut donner et voir justement que le monde puisse voir ses compétences et la façon et la valeur qu'il peut apporter. On parle d'une bombe de joueurs, une absolue bombe de joueurs. J'ai pu voir quelques highlights de lui au championnat du monde U21, oui, je crois, non, U20, oui. U20 ou 21, un des deux. En tout cas, c'était le championnat du monde junior. Il s'est distingué et a fait très, très, très forte impression. Championnat d'Europe junior, pardon. Sur la base avant, ailier gauche, Lucas Pellas, le Suédois, on connaît, international, qui a dû s'arrêter en quart de finale avec son équipe aux Jeux Olympiques. C'est un élément déterminant de la base avant de Montpellier, côté gauche, et qui tire les jets de 7 mètres aussi. Et pour pouvoir le seconder, le jeune Roland Terjec, qui monte de la Nationale 1, à qui aussi on prédit un excellent avenir. En tout cas, il a disputé les matchs de préparation et il a fait très bonne impression à ce niveau-là. Au poste de pivot, Veron Nasinovic, qui va faire sa dernière année à Montpellier, il est appelé à partir en fin de saison prochaine. Le Croate international croate, il va être assisté de Arthur Len, aussi également au poste de pivot. Et à l'aile droite, le frère d'Arthur, Yanis Len, qui est revenu des Jeux Olympiques blessé avec une grosse entorse à la cheville. On ne sait pas dans quel état il se trouve actuellement. Il est en train de se remettre en pleine convalescence après ce qui lui est arrivé au jeu. En attendant, Sébastien Karlsson, le Suédois, est là, fidèle au poste pour pouvoir tenir le rang. Et aussi le joker médical de l'année dernière qui est resté, Jaime Fernandez, qui est là aussi pour pouvoir justement faire le nombre côté droit et du au niveau des gauchers. Donc, dites-toi bien que l'équipe de Montpellier, c'est une sacrée armada et on va la surveiller de très près pendant cette saison. Cette équipe qui va être donc entraînée par Eric Maté. Le Money Time, ça y est, nouvelle ère à Montpellier. Est-ce que Eric Maté est prêt pour installer une nouvelle dynastie? C'est une question, voilà, c'est une question pour pouvoir lancer la conversation. Alors, attention, les supporters de Montpellier,
qui ont vu Éric Maté pendant les Jeux Olympiques avec Guillaume Gilles. Voilà, donc il a quitté son poste d'adjoint de l'équipe de France. Il va être dédié à Montpellier à 100%. Aussi, on a pu voir qu'à Chambéry, voilà, enfin, surtout l'année dernière, c'était pas trop ça. En gros, les supporters de Montpellier, bah forcément, bah, quand tu as quitté 30 ans, quand tu as mangé 30 ans de caviar avec Patrice Canaillé, bien sûr, tu connais Éric Maté parce qu'il a été déjà 3 ans chez toi. Tu es dubitatif, tu attends de voir. Et Éric Maté, il va être surveillé, épié, chaque geste, même quand il va faire une pseudo-grimace, eh ben, on va dire, tiens, ah bah voilà, tout de suite, on va lui tomber dessus. Parce que les supporters sont exigeants. Ce sont des supporters, après tout. Mais voilà, on va se détendre avec Éric Maté quand même. On parle de Montpellier quand même. Éric Maté, il arrive dans un contexte assez spécial. Montpellier est donc en Star League depuis 1992. Ça va être la 33e saison d'affilée de Montpellier dans l'élite. 14 titres de champion, l'équipe la plus titrée du championnat de France à ce jour. 13 Coupes de France, 10 Coupes de la Ligue et 2 Ligues des Champions, 2003, 2018. 2018, l'année où tu avais trois équipes françaises qui ont fait le Final Four avec Nantes et Paris. Voilà, Montpellier, c'est l'équipe qui a sorti son épingle du jeu et qui s'est imposée en finale de Ligue des Champions. Le dernier titre de champion, par contre, de France de Montpellier date de 2012. Depuis que le Paris Saint-Germain version Qatar est arrivé, Montpellier n'a jamais remporté le titre de champion. Ils ont été quand même 5 fois deuxième. Il y a eu donc cette deuxième Ligue des Champions en 2018 avec Éric Maté en tant qu'adjoint de Patrice Canaillé à ce moment-là. Et c'est sur ce titre que Éric Maté est parti du côté de Chambéry après. Et qui est resté donc sur Chambéry jusqu'à l'année dernière. Donc il est resté en tout et pour tout 6 ans. Donc il a terminé son mandat d'entraîneur adjoint de l'équipe de France. Il a pour objectif, on lui a fixé comme objectif, hein, le président d'El Jari, c'est simple, il ne va pas dans le détail, il faut qu'on gagne. Ouais, mais il y a Nantes et il y a PSG, je ne veux pas le savoir. Le titre. Comment faire donc pour parler du titre, mais il faut que tu tiennes compte forcément de tes adversaires que sont Nantes et le Paris Saint-Germain, qui se sont bien renforcés. On aura l'occasion d'en parler plus en détail dans les previews qui leur sont dédiés demain et après-demain. Surtout Nantes. Là, aujourd'hui, j'ai vu une interview de Nantes. On va en reparler, qu'on va faire la preview de Nantes. Le président nantais a affiché clairement les ambitions. C'est le titre. Et donc aussi, il faut que tu prennes en considération un peu Montpellier et le Paris Saint-Germain. Le planning de Montpellier à venir, donc le mois de septembre de Montpellier, c'est déjà un mois de septembre assez chargé, puisque en plus donc de l'European League qui va arriver un petit peu plus tard, la première journée, tu joues contre Saint-Raphaël à domicile, tu ouvres contre Saint-Raphaël. Lors de la deuxième journée, tu vas à Tremblay. Saint-Raphaël Tremblay, pour démarrer, c'est bon, c'est pas trop mal. Par contre, troisième journée contre Limoges, Limoges qui vient te voir. Et la quatrième journée, tu finis le mois de septembre à Nantes. Là, ça va se corser un petit peu. Et là, il faudra prendre des points absolument. Il faudra faire un carton plein, 8 sur 8 si possible, pour pouvoir te donner une chance d'accéder au titre. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va le faire? Moi, personnellement, contre Nantes, vu comment Nantes se trouve là, j'ai des doutes pour les chances de Montpellier. Maintenant, après, comme je te l'ai dit, tout peut arriver, tout peut se passer dans ce championnat. Les prédictions qu'on a là peuvent être facilement contrariées. Il suffit qu'il y ait deux, trois blessures à Nantes et d'un seul coup, ben là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, quoi, tout simplement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Montpellier, là, on est dans les équipes qui ont de très hauts niveaux d'exigence. Et il faudra jouer aussi la Ligue européenne à Montpellier. Montpellier est directement qualifié pour le tour préliminaire et va être dans le groupe B avec notamment le Gornik Zabrze, l'équipe polonaise, avec les Norvégiens de Bjerringbro-Silkeborg, ainsi que, ou alors, le FTC Green Collector, le club hongrois. Donc là, parce c'est exactement le même niveau que va jouer Limoges aussi, c'est-à-dire qu'il y a un match de barrage pour accéder à ce tour préliminaire. Et donc, entre Bjerringbro et le FTC Green Collector, et aussi la quatrième équipe de ce groupe, ce sera soit Kristianstad, ou alors les Espagnols qu'on connaît bien, les Espagnols de Granollers, d'où vient Farouk Youssouf, dont je t'ai fait la présentation pas plus tard qu'avant-hier lorsqu'il s'agissait de présenter Limoges. Donc voilà, Montpellier peut avoir une poule assez relevée, mais tu t'appelles Montpellier, normalement ça passe. Tu viens de faire la Ligue des Champions l'année dernière, en principe, il faut que ça passe pour aller après au tour principal. Il faut te rappeler aussi que la Ligue européenne, là je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé de Toulouse et quand j'ai parlé de Limoges, le format de la Ligue européenne, il est assez complexe puisque voilà,
Pour une équipe comme Limoges qui doit faire donc le barrage, voilà, tu démarres ta saison européenne, mais ça se trouve, tu peux ressortir aussi vite que tu es rentré. Parce que si tu perds, ça y est, il n'y a plus rien, c'est fini. Tu t'en vas et tu te contentes de ton championnat. Par contre, si tu passes ce tour, tu joues donc le tour préliminaire. Ce tour préliminaire, pareil, il y a un écrémage. Si tu finis troisième ou quatrième de ton groupe, tu sors, tu es éliminé. Par contre, premier ou deuxième, tu arrives dans le tour principal qui va déterminer après, en fonction de ton classement, si tu finis premier de ce tour principal, tu es directement qualifié pour les quarts de finale. Par contre, si tu finis deuxième ou troisième, tu fais comment dire, un play-off aller-retour avec des poules croisées ou alors avec un tirage au sort, là pareil. Et tu vas rencontrer forcément une équipe première en quart de finale si tu passes ce play-off. Et après le quart de finale, si tu gagnes ton quart de finale, eh ben, tu as la possibilité après de faire le Final Four de l'European League. Et après le Final Four, à la fin, tu connais. Bref, c'est un peu un parcours du combattant et Montpellier va se lancer dans ce genre d'histoire. Et ainsi que Toulouse, qui est au même niveau de qualification que Montpellier, Limoges, lui, doit disputer un match de barrage enfin, deux matchs aller-retour de barrage pour pouvoir accéder à cette phase de tour préliminaire. J'espère que tu m'as suivi. Maintenant, l'expert de défi. Oula, Palais des Sports de Beaublanc. J'ai même pas changé le nom de la salle, mon Dieu, excuse-moi. FDI Stadium ou alors Sud de France Arena pour Montpellier. J'ai complètement oublié de faire ça. Je suis vraiment navré. Tu sais que le stade de Montpellier, c'est pas du tout. Là, j'ai pas changé par rapport à Limoges. Mon Dieu, quelle honte. Brian Monté, 21 ans. International brésilien, 1,92 m et 102 kilos de puissance brute épaisse. Brian Monté est une machine à polir. Absolument. Un physique exceptionnel. Monté sur ressort, une détente venue des étoiles. En gros, en 2023-24, c'était 107 buts en 30 matchs disputés. Il a joué toutes les rencontres. En même temps, Amédée Deschamps n'était pas dispo, il n'avait pas le choix. Il a scoré à 55% de réussite. Il a quand même délivré 2,4 passes décisives par rencontre. Et il est capable de défendre en poste 2, puisqu'il est capable de faire 0,3 interceptions par match. Sachant que les 107 buts qu'il a marqués, c'était dans le jeu. Il ne tire pas les 7 mètres. En général, c'est Lucas Pelas qui s'en charge, ou alors Sébastien Carlson aussi peut s'y coller au niveau des tirs, des jets de 7 mètres à Montpellier. Mais lui, en tant qu'arrière gauche, c'est pas lui qui tire, il s'en occupe pas. Alors, il a dû donc porter à bout de bras toute l'attaque du côté gauche, compte tenu de la blessure de l'Égyptien Ahmed Echam qui s'est salement blessé à partir de la 11e ou 12e journée. Je ne me rappelle plus du match où il s'est blessé, mais après, toute la fin de saison, on ne l'a pas vu du tout. Il est revenu pendant les Jeux Olympiques. C'est pour te dire Ahmed Echam, et encore à voir dans quel état il va revenir après, quand le championnat va redémarrer. Et donc, pour en venir à Brian Monté, c'est important de voir qu'en Ligue des Champions aussi, l'année dernière, il a scoré 72 buts à 62% de réussite. C'est un potentiel absolument énorme. Il y a juste le match de Kiel, le match retour où il a scoré à 1 sur 6. Là, tu as senti que la lumière était beaucoup trop brillante. Là, pour l'instant, c'est là que tu as vu la jeunesse. Il a vendangé pas mal de tirs. Et forcément, il en suffisait simplement qu'il en marque ne serait-ce que un ou deux. Et là, peut-être que Montpellier, on parlerait de Montpellier différemment par rapport à son parcours européen. Mais là, voilà, c'était encore un petit peu jeune pour lui, même si il n'a pas la responsabilité à porter. Et c'est surtout pas en attaque, c'est vraiment en défense où là, ça s'est complètement effondré du côté de Montpellier. Et là, forcément, ben, Brian Monté, maintenant, il a pris énormément d'expérience. Pendant toute l'année dernière, c'était sa première saison pleine. Moi, je l'attends maintenant en année 2 pour qu'il puisse maintenant montrer toute l'étendue de son talent et que surtout qu'il va pouvoir avoir maintenant, il va avoir moins de minutes à jouer puisqu'il va y avoir du monde à son poste pour pouvoir le baquer. Et Brian Monté, une bombe à suivre absolument en tant qu'expert de défi dans la Liqui Moly Star League de Montpellier en 2024-25. Et maintenant, le futur. Montpellier. 20 victoires, 1 nul, 9 défaites. Je les vois un peu moins bien que l'année dernière. Parce que pour moi, la transition Canaillé-Maté, moi, je suis de ceux pour dire que, à l'image un petit peu, si tu connais un petit peu le parallèle en football, quand tu as connu à Manchester United Sir Alex Ferguson pendant des années, c'est un peu le même type de dynastie, et que David Moyes après arrive derrière, ben simplement, ben le monde entier lui tombe dessus parce que juste son seul défaut, c'est juste de passer après Ferguson, après une hégémonie pareille. Et ben là, Maté, c'est un peu la même chose, sauf que lui, par contre, à la différence de Moyes, il a été l'assistant de Canaillé pendant 3 ans, il sait comment ça se passe du côté de Montpellier.
Et donc, forcément, il n'arrive pas du tout en terrain inconnu. Il sait comment se comporter. Et de ce que j'ai cru comprendre aussi, quand je regarde pareil l'interview de Canaillé avec François-Xavier Houlet, a priori, il a préparé le terrain. Ils ont préparé le terrain ensemble pour que son arrivée se passe du mieux possible. Et surtout que maintenant, Patrice Canaillé sort complètement du club, il sort complètement du hand. Il va aller dans la région Occitanie maintenant, voilà, gérer d'autres sujets qui n'ont plus rien à voir avec le handball. Mais voilà, n'empêche que bah forcément, son ombre et son énergie va planer encore à un bon moment du côté de Bougnols, FDI Stadium ou de la Sud de France Arena. Et donc, je pense que ça va coûter quand même quelques points, cette transition à Montpellier. Donc, c'est pour ça que je vois 20 victoires, un seul match nul, 9 défaites. Tu as eu le temps que je te dise tout ça, tu as eu le temps de voir contre qui ça pouvait gagner. Bon, forcément, les équipes de bas de classement et milieu de classement, ça passe tous les jours. Contre Nîmes, le derby, ça passe aussi. En général, depuis ces dernières années, le derby, c'est pour Montpellier. Et aussi, je ne vois qu'une victoire par contre de Montpellier contre Saint-Raphaël, contre le PAUC, Chambéry et Limoges, sachant que voilà, je les vois perdre contre le PAUC, Chambéry et Limoges, ne serait-ce qu'une fois dans la saison, où ils vont laisser des points, surtout Chambéry, où là ce sera le Matéico, j'ai envie de dire, ce genre de match-là. Les deux matchs de Chambéry, alors le match de Maté de Chambéry, pardon, à Montpellier. Je vois Montpellier gagner. Par contre, le match de Chambéry-Montpellier, là pour le coup, Montpellier qui se déplace en Savoie, le retour d'Éric Maté là-bas, non, clairement, ça gagne pas. C'est Chambéry qui gagne. C'est Chambéry qui gagne. Maintenant, comme je te l'ai dit, je peux complètement me vautrer, mais parce que sans doute, voilà, il y aura des blessures, il y aura des joueurs pas en forme, il y aura tout un tas de trucs. Une saison, c'est un marathon, c'est jamais tout le temps la même chose. Il y a des aléas, il y a des rythmes, il y a des séries de victoires, de défaites, des moments de doute, des moments de joie, des moments de peine, des moments de victoire. C'est une aventure, et donc cette aventure-là, ben, le moment où Chambéry et Montpellier vont se rencontrer, il y aura forcément des dynamiques qui seront différentes à deux moments de la saison différents pour chacune des deux équipes. Et le seul match nul, je le vois contre Saint-Raphaël, ou alors une équipe du standing de Saint-Raphaël. Si c'est Cesson, si c'est Dunkerque, voilà, c'est kiff-kiff Bourrico. Mais voilà, je vois bien un vieux match nul qui se perd quelque part contre une de ces équipes-là. Et donc, ça donne au niveau du classement, maintenant que j'ai fait 14 équipes, je t'ai rajouté maintenant les positions derrière, puisque forcément les deux équipes qui restent, tu te doutes bien que je les vois pas se faufiler quelque part entre Chartres et Saint-Raphaël ou entre Ivry et Créteil. Non, non, spoiler, ça va pas se passer comme ça. Mais je vois donc Montpellier troisième de la Ligue Immobilier Star League avec 41 points. Pour l'instant, c'est un peu trop tendre pour pouvoir aller toucher Nantes et le Paris Saint-Germain qui, je pense, vont se livrer un duel, un mano à mano de tous les instants. Il va falloir surveiller chaque week-end de l'Ikimoli Star League et on risque d'assister à une fin épique entre le Paris Saint-Germain et Nantes. Mais Montpellier, qui est l'équipe la plus forte après, dans tout le peloton, après ces deux équipes-là, je sens même Montpellier se faire chatouiller, voilà, un petit peu dans un final un petit peu à l'arrache avec Toulouse, Limoges et Chambéry et à un degré moindre le PAUC. Donc voilà, je sens bien Montpellier se faire embêter par ces équipes-là pour pouvoir après retourner en Europa League l'année prochaine. Mais là, cette année de transition et le contexte là de l'ère post-canaillé là tout de suite, je sens que ça va peser un petit peu et en tout cas trop pour pouvoir essayer d'aller chercher Paris et Nantes devant. Pour Montpellier, je vois plus regarder derrière que regarder sur ce qui se passe au niveau des premières places du classement de cette Star League. Voilà, bah écoute, j'en ai terminé. Je vais arrêter le passage maintenant. Et tu me revois en plein écran. Ça y est, c'est fini pour la présentation donc de Montpellier. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses. Si toutefois tu souhaites entrer en conversation ou apporter des éléments, le champ de commentaires est là pour que tu puisses justement t'exprimer en toute courtoisie et avec un esprit de syntaxe en faisant des phrases sujet, verbe, complément, tu vois, parce que toi et moi on se connaît pas. Si jamais tu me parles directement en face de moi, tu vas faire des phrases, donc tu te comportes pareil derrière ton écran d'ordinateur ou ton écran de téléphone portable. Tu es gentil. Je me positionne en avance de phase. Donc voilà, si t'as aimé, tu likes, ou sinon tu likes pas, tu dislikes, tu fais ce que tu veux, mais tu mets un pouce. En l'air ou en bas, je m'en fiche, tant que tu mets un pouce. Déjà, c'est ça. Fais déjà ce travail-là. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos concernant Nantes et le Paris Saint-Germain qui vont venir demain et après-demain. Et partage cette vidéo à ton ami, collègue, supporter, à un ami passionné pour qui toute cette présentation pourrait résonner. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Allez Montpellier, en tout cas,
On va être impatient de regoûter à la fanfare, à la banda de Montpellier. Là-bas, ça va être encore une sacrée saison à vivre. Ça va être passionnant. Je te souhaite une belle saison avec Montpellier et on se retrouve demain pour une preview en violet et en jaune. Et tu vas voir que on aura aussi énormément de choses à dire sur cette équipe quelque part dans l'ouest de la France. Allez, à demain.